D'abord, le Qatar, ce n'est pas si simple, mais ce qu'on devrait savoir, c'est que le Qatar collabore avec le Rwanda depuis plusieurs années, et spécialement en ce qui concerne l'achat ou la vente de nos matières premières à ce pays. Et il nous revient que pendant des années, le Qatar était en relation très étroite avec le Rwanda et ils ont même investi pas mal de projets là-bas. À l'heure actuelle, on parle par exemple, disons, de ce projet hydraulique, un barrage hydraulique, ça doit être sur la Ruzizi ou aussi, je ne m'abuse, sur une autre rivière, et qui va être un barrage très important parce que ça va produire beaucoup d'énergie et qui peut desservir, si vous voulez, presque toute la région. Et puis, vous savez, le Qatar, c'est également un pays, disons, très riche. Et avec l'arrivée, si vous voulez, de ce dossier congolais, c'est-à-dire la guerre que nous avons avec le M23, vous vous rappelez que le président de la République s'est rendu au Qatar, qu'il a même rencontré le président Kagame là-bas. Et alors le Qatar, évidemment, a senti ce besoin, si vous voulez, de se positionner dans ce domaine. Et je peux vous dire que c'est quand même un pays qui vit avec ses moyens et une influence internationale ne peut pas, disons, le rendre, si vous voulez, indifférent. Alors, qu'est-ce qu'il peut gagner, si vous voulez, dans ce procès, dans ce projet? Parce que depuis un temps, pendant qu'il y a des pourparlers à Washington, à New York, etc., avec les Nations Unies, avec les États-Unis d'Amérique, avec tous les pays qui sont impliqués dans ce dossier. Et puis le Qatar, de son côté, on dirait qu'il s'est concentré sur le dossier disons, du gouvernement congolais avec le M23. Et je crois que tout le monde se rappelle qu'au départ, le président de la République était catégoriquement opposé à négocier ou à passer des accords avec ce groupe armé, parce que c'est quand même un groupe, disons, criminel. Ce qu'ils ont fait au Congo, tout le monde le sait, il s'agit de centaines de milliers de morts de la part des populations congolaises. Il s'agit du vol massif de nos minéraux qui ont pris des directeurs, enfin qui ont échappé, si vous voulez, aux besoins de la République. Et alors, et puis le groupe lui-même, M23, n'est pas défini de manière très claire. Il y en a qui parlent des Congolais qui seraient là-dedans, et des Rwandais, ainsi de suite. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ce groupe armé est supporté massivement par le gouvernement rwandais, avec tous les méfaits, évidemment, qu'on peut imaginer. Alors, un gouvernement de la trempe du gouvernement congolais qui va passer son temps à négocier avec un groupe armé qui est criminel et qui a commis beaucoup de crimes sur notre territoire. Je crois qu'il y a quand même, disons, de quoi faire des réflexions très sérieuses. Alors, pour ce qui est de votre question, qu'est-ce que le Congo peut gagner là-dedans? Je peux vous dire tout simplement que lorsque on lit un peu le papier qui a été, ou plutôt les documents qui a été signé, c'était le 15, si je ne m'abuse, donc le 15 novembre, alors vous verrez que
que ce n'est pas si vous voulez, des dispositions définitives, mais on dirait un travail préparatif à quelque chose qui va venir. Ce qui me choque un peu là-dedans, c'est que alors on parle les partis s'engagent, les partis conviennent, mais les partis qui s'engagent, c'est quel parti? C'est d'un côté le gouvernement congolais et de l'autre ce groupe armé qui est très mal défini, etc. N'oubliez pas que le même M23 qui a occupé pendant plusieurs mois disons, de nos grandes villes comme Goma, Bukavu. Donc Goma représente évidemment, c'est le nord Kivu, je crois, et l'autre c'est le sud Kivu. Donc c'est pratiquement deux provinces vitales pour la République démocratique du Congo. Mais à un moment donné, tout le monde a suivi quand ils étaient encore en pourparlers à Doha. Eh bien, il y a les représentants du gouvernement rwandais qui sont arrivés là-bas et qui ont exigé qu'ils puissent prendre, si vous voulez, la gestion de ces deux grandes villes ou de ces deux provinces pendant 8 ans. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui vient chez vous et qui vous demande de lui céder votre maison, votre parcelle pendant 8 ans. Est-ce que vous pouvez vraiment penser que cette personne a du respect pour vous? Hein? Et puis il vous impose même la période de gestion. Il vous dit pendant 8 ans, nous allons gérer ces deux provinces. Et alors pendant qu'ils vont gérer, les autorités du pays ou les gens du pays seront de quel côté? Alors c'est pour vous faire comprendre que c'est tout simple. Et puis ensuite, au moment où ce groupe, donc les M23, occupait Goma et Bukavu, parce qu'actuellement ils sont en train d'être foutus dehors, eh bien, il y a un rapport de Human Rights Watch au mois de septembre. Le dernier rapport de Human Rights Watch révèle que le mouvement du 23 mars M23 soutenu par le Rwanda, a mis en place un projet systématique de gouvernance destiné à transformer ces gains militaires dans l'est de la République démocratique du Congo en une région autonome de facto. Alors vous comprenez quand même, ça c'est un rapport quand même qui a été élaboré par un groupe international de grande valeur. Et ils ont donné évidemment quelques détails sur cet aspect des choses. Alors un groupe comme celui-là qui a une idée fixe, qui lutte depuis des années pour justement balkaniser le pays ainsi de manière aussi manifeste. Alors on va aller avec ce groupe négocier, signer des choses et puis dire les partis s'engagent, etc. Alors, je comprends que si le Congo ou le gouvernement congolais a accepté d'aller quand même dans ce truc, c'est tout simplement pour satisfaire, disons, certaines réclamations d'un pays comme Doha. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme intérêt, mais c'est de la diplomatie. Donc, vous savez, il faut jouer et sur la diplomatie et sur, disons, la réalité des choses, tout simplement pour peut-être satisfaire certains partenaires qui comprennent, disons que... Alors vous comprendrez aussi que tout cet ensemble d'histoires, évidemment, on va voir comment ça va aller aboutir, mais je suis sûr et certain que le gouvernement congolais sait exactement ce qu'il fait et il connaît aussi très bien de quelle manière, disons, on va aboutir. Alors, vous voyez justement cette offre de choses de Qatar à notre pays vient après la signature des choses. D'ailleurs, l'émir est dans la région pour le moment. Je ne sais pas s'il a déjà quitté la République. Mais avant de venir chez nous, il est allé rendre d'abord visite
Alors, vous avez appris tous, comme moi, que le premier geste que Kagame a fait, c'est de lui offrir des centaines de têtes de bétail. Et ce monsieur, vous savez, c'est un multimilliardaire. Alors, il peut très bien acheter ses vaches. Alors, on va lui offrir pour le faire... vous voyez un peu le jeu qui est en train de se faire jouer là-bas. Je ne dis pas que c'est enfantin, mais vous voyez très bien que ça prend des allures. Donc, un responsable d'un pays vient vous rendre visite, eh bien, c'est une visite peut-être de courtoisie ou diplomatique. Et alors, on va sortir. Est-ce que d'abord les Rwandais eux-mêmes, ils mangent vraiment leur faim pour qu'on prenne des centaines de têtes de bétail pour offrir à un monsieur qui n'en a même pas besoin? Parce que le jour où il va décider de créer une ferme avec des vaches, mais il suffit qu'il lève le petit doigt pour que cette ferme soit remplie des choses, etc. Alors vous comprenez un peu tous ces... Il y a une sorte de jeu un peu malsain là que personnellement je n'apprécie pas beaucoup. Alors, il quitte là-bas, il vient chez nous, il nous offre évidemment cette possibilité d'obtenir 20 milliards de dollars pour nos projets d'investissement, ce qui est un geste tout à fait appréciable. Alors, je crois que tout le monde joue un peu son jeu là-dedans. C'est question seulement d'ouvrir l'œil et d'ouvrir le bon. Oui, votre question est très pertinente, elle vient tout à fait à point. Effectivement, disons que c'est une grande étape dans l'histoire de notre pays, parce que, évidemment, ce n'est pas la première fois que la RDC préside cette réunion, parce que c'est un groupe qui existe depuis Mobutu, je crois, si je m'abuse. Alors, il s'agit quand même, disons, d'une dizaine de pays. Il y a le Congo-Brazzaville qui est là-dedans, il y a l'Angola, il y a le Burundi, il y a la République centrafricaine, il y a le Kenya, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, le Sud-Soudan, il y a la Zambie, il y a la Tanzanie, etc. Alors, si vous regardez un peu la population de tous ces pays, eh bien, on arrive à quelque chose comme plus ou moins 300 millions de personnes. La superficie, n'en parlons pas. Donc, c'est un groupe régional extrêmement important. Et dans les conditions actuelles de notre pays, je crois que nous avons tout intérêt à avoir de très bons rapports de voisinage avec tous nos voisins. Parce que ceux qui nous ont causé, disons, des troubles, ce sont nos voisins propres, le Burundi, le Rwanda, etc. Alors, je crois qu'il faut apprécier ce geste et surtout féliciter le président de la République qui peut profiter de cette position pour améliorer d'abord nos relations diplomatiques avec nos voisins et puis ensuite voir de quelle manière nous pouvons tirer profit de ces relations. Absolument, parce que en tant que président de ce groupe, le président a quand même, disons, un rôle à jouer. Et ce mandat, je crois qu'il dure, si je ne m'abuse, au moins 2 ans. Et pendant 2 ans, on peut gérer quand même, disons, ce pays de manière et jouer le jeu diplomatique pour avoir vraiment les meilleurs soutiens qu'on peut avoir, aussi bien diplomatique, aussi bien économique, aussi bien financier, et profiter évidemment de cette position pour, disons, faire jouer, si vous voulez, à la République démocratique du Congo le rôle qui lui revient, disons, dans le concert des nations. À commencer évidemment par d'abord ceux qui nous entourent. Bon, les défis majeurs, vous savez, le premier c'est d'abord, pour le moment, c'est d'abord la sécurité de nos populations et puis de notre pays. Parce qu'on a beaucoup parlé de
disons, du dossier de l'Est du pays où la République a été menacée très sérieusement, disons, dans son intégrité territoriale. Tout à l'heure, on a parlé de M23 qui est soutenu par le Rwanda. Et vous avez vu de quelle manière ils ont occupé pratiquement 2 provinces pendant plusieurs mois. Et le vol de nos matières premières, c'est encore un autre dossier qui est très important pour le pays. Et alors, si nous pouvons arriver, si vous voulez, à entretenir de très bons rapports avec nos voisins, et puis avoir une collaboration économique, circulation des personnes et des biens, donc d'une manière responsable, eh ben, c'est ça évidemment qui peut soutenir, si vous voulez, le bien-être social de nos populations et puis garantir également l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que ne croyez pas que nous pouvons être ce que nous sommes. Lorsqu'on parle de matières premières, eh bien, on parle de matières qui sont pratiquement indispensables dans le développement international. Vous avez des minéraux comme le coltan, comme le cobalt, comme l'uranium, comme le cuivre, comme le diamant, l'or, etc., qui sont indispensables dans le développement économique de pratiquement tous les pays du monde. Et du moment que c'est concentré, disons, dans notre pays, étant donné en deuxième lieu les dimensions olympiques du pays, n'oubliez pas que la RDC couvre pratiquement 2 300 000 km², alors que même les autres pays ici, je vois que celui qui vient peut-être un peu après nous, c'est peut-être le Kenya avec 580 000 km², mais nous sommes dans 1 340 000 km². Donc c'est tout à fait... Alors on doit comprendre évidemment que ce qui nous entoure, bien sûr il y en a qui nous admirent, mais il y en a aussi qui ne veulent pas de nous, ou qui sont jaloux de nous, et ainsi de suite. Et alors on le voit dans les relations que nous entretenons avec eux depuis des années. Comme vous parlez évidemment de l'organisation du congrès, je crois que le secrétaire général a eu le souci, si vous voulez, de contacter certaines personnalités du parti pour voir qu'est-ce qu'ils pensent sur l'organisation de ce congrès. Parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, l'organisation de ce congrès est indispensable. L'UDPS, c'est une organisation politique qui est dynamique, qui a des objectifs, qui a une vision. Alors, le dernier congrès a eu lieu en 2010, disons le congrès qui était du vivant, évidemment, du fondateur Étienne Tshisekedi. Et puis il y a eu un autre congrès un peu de moindre importance. C'est celui-là qui a sorti Fachi, donc le président actuel, comme président de l'UDPS. Et vous savez que depuis 2010 jusqu'à présent, eh ben, on a quand même des changements importants au pays et des changements importants même dans le parti, étant donné que on a fait des efforts pour sortir pour la première fois un membre de l'UDPS à la tête du pays comme président de la République. Okay. Alors, il y a beaucoup de données, n'est-ce pas, qui doivent être rajeunies, qui doivent être réactualisées. Ouais. Et vous savez que n'importe quel parti politique, ce qui gère ce parti, ce sont ses références, ce sont ses statuts, ses règlements intérieurs, et puis les objectifs, il faut les réadapter, et entre-temps aussi
les membres du parti peuvent avoir évolué de manière, d'une certaine manière. Alors, pour réadapter un peu toutes ces données, je crois qu'il faut revenir aux sources pour pouvoir voir de quelle manière on peut adapter certaines réalités, disons, à ces documents de base, de manière que le parti puisse continuer évidemment dans la vision. Et quelle est cette vision? Je crois qu'on l'a toujours exprimée à chaque occasion. C'est que lorsque vous regardez l'Union pour la démocratie, le progrès social, eh bien, vous voyez vous voyez les origines, vous voyez le milieu et vous voyez la fin. Eh bien, le début, c'est d'abord cette union. C'est l'union de qui? Eh bien, c'est l'union de tous les Congolais. Et pendant des années, on a travaillé pour que l'UDPS puisse être réellement l'union de tous les Congolais. Raison pour laquelle vous avez dit que j'ai été secrétaire général, mais avant ça, je peux vous dire que j'étais d'abord secrétaire national aux relations extérieures pendant au moins 12 ans. Okay. Et alors, pendant ces 12 ans, eh ben, on a travaillé très dur, aussi bien à l'intérieur du pays, même à l'extérieur, pour organiser et structurer ce parti. Okay. C'est ainsi que, et ça, je peux vous le dire sans fausse pudeur et tout ça, que c'est l'UDPS qui a été jusqu'à présent le seul parti politique au monde qui a des représentations dans presque tous les pays du monde. Pratiquement. Si vous avez un autre exemple, vous pouvez me le donner. Okay. Parce que l'UDPS, vous allez en Afrique du Sud, eh bien, vous trouverez l'UDPS à Jobour et puis dans plusieurs villes importantes de ce pays. Vous prenez votre avion, vous arrivez en Europe, il y a l'UDPS à Paris, enfin en France, en Belgique, en Allemagne, en Suède. Et vous pouvez aller jusqu'au Canada et vous savez combien ce pays est très vaste. Donc, vous avez l'UDPS qui est représenté dans plusieurs villes. Aux États-Unis, c'est tout à fait pareil. Et ici, en Afrique, vous allez au Congo-Brazzaville, on avait aussi... alors, est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'un autre parti politique qui était implanté de la même manière? Donc, c'est pour vous dire que sur le plan, si vous voulez, de l'unité, c'est-à-dire de l'union des Congolais au sein d'un parti, eh bien, l'UDPS a battu tous les records. Mais cette union, avec tous ces gens qu'on a rassemblés, c'était pour faire quoi? C'était pour amener le peuple congolais à la démocratie. Oui. Hein, parce que vous savez qu'on a traversé plusieurs dictatures, il y avait celle de Mobutu, il y avait celle de Kabila. Donc, la première étape, c'est d'abord la démocratie, démocratiser le parti. Oui. Alors, quand vous démocratisez, c'est-à-dire que vous donnez au peuple congolais, il devient souverain, c'est-à-dire qu'il devient conscient, si vous voulez, de son rôle. Et vous cheminez avec ce peuple vers la mise en place d'un état de droit. Et c'est dans cet état de droit que chaque Congolais peut tirer, si vous voulez, ce qu'on appelle le bien-être social. Oui. Alors, vous voyez que c'est toute une vision, c'est toute une démarche, etc. Alors, cette démarche et cette vision, elle est animée évidemment par les Congolais, c'est-à-dire par des êtres humains. Et chacun des êtres humains, vous savez, il a son comportement, et ainsi de suite. Donc, c'est pour... Alors, le congrès dont nous parlons actuellement, c'est pour réactualiser les réalités. C'est pour voir comment tenir compte des réalités du moment, mais toujours dans cette vision d'arriver à un état de droit qui peut garantir le bien-être social de la population. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas avoir sa place. Je vous ai dit que nous venons, ce que nous vivons aujourd'hui, en fin de compte, sont les conséquences du passé. Et notre avenir est basé sur ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, lorsque vous vivez aujourd'hui, vous
vous voyez l'avenir, les objectifs que vous voulez atteindre. Alors pour atteindre ces objectifs, vous êtes obligé de réadapter les réalités dans lesquelles vous vivez par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc c'est une sorte de cheminement dynamique d'un point vers, parce que l'avenir, il n'y a que Dieu seul qui sait ce que va être l'avenir, mais nous, avec notre vision, nos objectifs, nous essayons, avec les moyens à notre disposition, d'atteindre, mais en tenant compte, bien sûr, des réalités dans lesquelles nous vivons. Et ces réalités, aujourd'hui, ne sont pas identiques à celles qu'on vivait il y a 20 ans. Il y a des orientations et il y a aussi des corrections. Parce qu'il faut d'abord corriger, n'est-ce pas, certaines erreurs ou certaines situations qui peuvent être ambiguës, des situations qui peuvent... Parce qu'avec l'évolution de la situation, même les opinions de certains combattants, vous entendrez beaucoup de combattants de l'UDPS vous dire que, bon, voilà, maintenant c'est notre tour de faire je ne sais pas quoi. Bon, alors si c'est votre tour de faire ceci ou cela, est-ce que vous restez encore dans la ligne de conduite ou bien vous êtes déjà à l'écart? Donc c'est pour cela qu'il faut ramener un peu toutes ces opinions vers cette vision que je viens de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire l'union de la République démocratique du Congo pour la démocratie. La démocratie, je crois que on a déjà atteint un certain niveau, dans ce sens qu'en 2006, on a eu des élections, donc le peuple congolais avait participé. En 2011, on a fait des élections. En 2018, on a fait des élections. En 2023, donc vous voyez que de plus en plus, le peuple a été amené, si vous voulez, à cette démocratie. Et il commence à comprendre. Mais maintenant, une fois qu'on a compris ce sens, il faut voir maintenant quel est le but final. Et le but final, évidemment, c'est le bien-être social de la population. Et vous ne pouvez pas atteindre le bien-être social d'une population si vous n'avez pas un état de droit. Donc, il faut nécessairement, dans le passage, créer cet état de droit dans lequel chacun peut se retrouver, et ainsi de suite. Mais vous savez, quand vous parlez de l'ANC de l'Afrique du Sud, je crois qu'ils ne sont pas très différents. Ce sont des êtres humains africains comme nous, et ainsi de suite. Mais s'ils ont réussi, c'est que vous êtes en train parce que Mandela n'était même pas le fondateur de l'ANC. C'était aussi un combattant qui est arrivé et qui s'est impliqué de sa manière. Et vous avez vu qu'il a même fait presque 30 ans de prison. Et il est sorti, il a fait ce qu'il a pu faire, mais il est parti. Alors ceux qui sont restés après lui et qui avaient intériorisé, si vous voulez, son enseignement et puis ses principes, eh ben, ils ont continué, raison pour laquelle aujourd'hui vous dites que malgré le fait que l'animateur principal de ce parti était parti, mais l'ANC continue, et continue d'ailleurs d'une manière superbe. C'est un parti qui a compris, si vous voulez, que sa vision devait être respectée et les objectifs devaient être fixés de manière à ne pas s'écarter de la voie qui était tracée depuis des années. Donc le message que nous pouvons donner, c'est tout simplement que les membres de ce parti, les dirigeants de ce parti, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Oui. Alors, l'UDPS, c'est un parti politique comme tous les partis politiques du monde. Alors, tout dépendra de son leadership, c'est-à-dire des leaders qui vont
chapeauter, si vous voulez, ou plutôt qui vont encadrer les masses populaires de telle manière que les objectifs et cette vision que les fondateurs avaient tracé pour ce parti puissent atteindre, si vous voulez, leur objectif final. Et l'objectif final, comme je vous l'ai dit, c'est le bien-être social de toute la population congolaise. C'est pour ça qu'on dit l'union pour la démocratie et le progrès social. Donc le progrès social ne peut être physiquement possible que si on arrive à atteindre l'état de droit, c'est-à-dire un état où chaque citoyen, chaque personne, suivant ses capacités, suivant ses moyens propres, etc., il peut, et je peux vous donner un exemple de certaines réalités qu'on vit, par exemple, dans certains pays qui ont déjà atteint cet état de droit. C'est que dans ces pays, lorsque une personne connaît, vous êtes un père de famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, mais vous n'avez pas de travail, vous devenez par exemple chômeur, eh bien, il y a des services sociaux qui sont créés spécialement pour cela. Vous pouvez aller vous présenter, expliquer votre situation et vous verrez que ces gens trouveront une solution en vous donnant par exemple une maison sociale et puis parfois même ils vous donnent des moyens de vivre. Si vous êtes au chômage et qu'on vous dise que vous avez 1200 € par mois pour vivre, etc., avec votre famille, je crois que ça peut résoudre votre problème d'une manière. Et voilà ce qu'on appelle un bien-être social. Vous êtes un handicapé, aveugle, ou bien, eh bien, il y a toujours des services auxquels vous pouvez vous adresser pour résoudre votre problème. Hein? Vous avez des capacités, vous êtes jeune, vous avez des capacités, par exemple, sportives, eh bien, vous vous orientez vers le football ou le basketball ou le tennis. Eh bien, si vous avez du talent, eh bien, vous verrez ces jeunes gens, à 18 ans, à 20 ans, ils deviennent millionnaires, etc. C'est-à-dire que le système tel qu'il est établi permet à tout le monde d'évoluer suivant ses possibilités, suivant ses... Et si vous êtes un avocat et que vous soyez un avocat très brillant, etc., eh bien, très rapidement, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise et évoluer suivant vos capacités, suivant les moyens à votre disposition. Alors, ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le bien-être social, c'est-à-dire que chacun peut valoir, si vous voulez, ses capacités personnelles pour arriver à accomplir ses ambitions. Alors, en ce moment-là, on va sentir que réellement, on est dans un ensemble global qui s'appelle d'ailleurs une société de confiance, c'est-à-dire si vous travaillez en groupe, eh bien, vous travaillez pour un objectif bien déterminé et lorsque vous arrivez à atteindre cet objectif, eh bien, ce n'est pas une ou deux personnes qui tirent profit de cela, c'est tous ceux qui ont participé, si vous voulez, à cet effort qui tirent profit de... Alors, en ce moment-là, on pouvait dire que nous vivons dans une société de confiance. Exactement. Mon voisin perd, eh bien, moi aussi, je sens que j'ai perdu. S'il gagne, moi aussi, j'ai gagné. Alors, vous comprenez que si deux personnes qui travaillent ensemble se dirigent dans la même direction, eh bien, ils peuvent faire des progrès. Par contre, dans une société de défiance, c'est mon voisin a gagné, moi j'ai perdu. Donc lui, il va à droite, vous allez à gauche, et de quelle manière est-ce que vous pouvez construire? Donc voilà un peu ce que nous souhaitons pour notre pays. Merci beaucoup. Puisque vous parlez du peuple congolais, je peux vous assurer que ce peuple a réellement besoin d'un leadership de valeur. Parce que malgré toutes les richesses que nous avons, parce que vous entendrez parler de milliards à gauche, de millions à droite, ainsi de suite, mais quand vous voyez les personnes qui sont les propriétaires de ce pays, qui sont propriétaires de ces milliards et de ces millions,
la manière qu'ils vivent à l'heure actuelle, eh bien, vous direz qu'il y a un problème très sérieux. Donc, il faut que toutes ces richesses du pays puissent profiter d'abord et en premier lieu aux personnes, n'est-ce pas, qui sont les propriétaires de ce pays.